Bienvenue, où que vous soyez dans le monde, dans une histoire qui défie toute logique et tout temps. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir les sombres secrets du château de Rochebrume, en France, où rien n'est ce qu'il paraît et où le danger rôde sous chaque pierre. Avant de plonger dans ce récit, abonnez-vous et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des mystères que nous dévoilerons ensemble. Préparez-vous. Chaque détail, chaque couloir pourrait révéler quelque chose que nul n'a jamais pu raconter. Et vous êtes sur le point de découvrir ce qui se cache au cœur du château. Le château de Rochebrume se dressait sur un éperon rocheux en Auvergne, entouré de forêts denses et traversé par une ancienne route peu fréquentée. Officiellement, il s'agissait d'une propriété privée acquise à la fin du XXe siècle par un héritier d'une lignée ancestrale. Officieusement, les habitants des villages voisins l'évitaient soigneusement, n'évoquant son nom que lors de brèves conversations, presque toujours ponctuées de silences gênants. Lucien Caradec, historien spécialiste de l'architecture médiévale française, arriva dans la région au début de l'automne. Il n'était pas en quête de légendes ou d'histoires surnaturelles. Du moins, ce n'est pas ainsi qu'il justifiait sa présence. Son intérêt était d'ordre technique. Rochebrume présentait des modifications structurelles internes, non répertoriées dans les archives officielles, réalisées entre le XVIIIe et le XIXe siècle, période marquée par l'abandon, les conflits familiaux et l'absence de contrôle étatique. De telles interventions révélaient presque toujours des usages non déclarés. Le propriétaire actuel, Gaspard de Roquefeuille, avait autorisé les recherches avec une rapidité inattendue pour Lucien. Homme réservé et discret, Roquefeuille se montrait rarement hors de sa propriété. Son nom figurait parfois dans les registres successoraux, mais jamais lors d'événements publics ni dans des interviews. L'autorisation fut accordée sans autre condition, assortie seulement du principe que certaines parties du château resteraient hors du périmètre initial de l'analyse. Dès leur première rencontre, le contraste entre les deux hommes était frappant. Lucien observait tout avec une attention méticuleuse, relevant des détails qui échapperaient à la plupart. Gaspard, en revanche, affichait une posture rigide, économe de ses gestes et de son regard, comme quelqu'un habitué à contrôler l'espace qui l'entoure. Il n'y avait ni cordialité excessive, ni hostilité manifeste, seulement une coexistence tendue, maintenue par des formalités. Lors de l'inspection extérieure, Lucien s'est concentré sur les murs, les tours et les contreforts. Il a relevé des fissures, des types de mortiers et des signes de renforcement structurel incompatibles avec la fonction défensive d'origine. Même là, des incohérences sont apparues. Des fenêtres étroites, partiellement condamnées de l'intérieur, des ouvertures de ventilation improvisées à des endroits improbables et surtout, une aile entière du château dont les murs étaient nettement plus épais que ceux du reste de l'édifice. En entrant dans Rochebrume, Lucien remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Le château n'exhalait pas l'odeur habituelle de vieilles pierres et de bois humides. Une odeur métallique persistante, presque imperceptible au premier abord, devenait impossible à ignorer après quelques minutes. Les couloirs étaient trop propres pour une demeure isolée. Les sols n'étaient pas poussiéreux. On y voyait des traces de passages récentes. Gaspard apparaissait parfois dans les couloirs, toujours silencieux, toujours attentif. Il n'accompagnait pas directement Lucien, mais semblait percevoir chacun de ses mouvements. Lorsque l'historien s'approchait de certaines pièces, il trouvait des portes verrouillées ou des passages obstrués par de lourds meubles, placés délibérément. Aucune explication ne lui fut donnée. Ces restrictions étaient imposées sans discussion. Lucien passa la nuit dans un village voisin et consulta de vieilles cartes et des archives administratives. Un schéma se dessina. Des mentions vagues de disparitions aux alentours du château au cours du siècle dernier. Bergers, travailleurs saisonniers, voyageurs solitaires, toujours considérés comme des accidents ou des abandons volontaires. Aucune enquête approfondie, aucun corps retrouvé. Le mystère prit une forme plus concrète lorsque Lucien découvrit, dans des archives municipales rarement consultées, un plan incomplet du château datant de 1873.
Le document était imprécis, mais il indiquait l'existence d'un espace souterrain situé sous l'aile renforcée. Cet espace ne comportait aucune description fonctionnelle, seulement un symbole générique, et le plan s'arrêtait brusquement à cet endroit, comme si la suite avait été délibérément omise. De retour au château, Lucien changea ses habitudes. Il feignit de s'intéresser aux zones déjà explorées et, profitant d'un moment où Gaspard avait le dos tourné, il força discrètement une porte latérale dissimulée par d'anciennes tapisseries. Derrière, il découvrit un étroit couloir de pierre brute, descendant en pente douce. L'air y était plus froid, l'odeur métallique, plus intense. Avant qu'il ne puisse faire un pas, des pas résonnèrent au-dessus de lui. Il n'y eut pas d'affrontement direct. Gaspard se contenta de refermer la porte à clé comme pour corriger un déviateur indésirable. Aucune menace ne fut proférée. Pourtant, le message était clair. Quelque chose, dans cet espace, ne devait pas être observé. Lucien ne recula pas. Il entreprit de documenter chaque obstacle, chaque zone interdite, chaque renforcement structurel non conventionnel. L'enquête cessa d'être purement théorique. Il ne s'agissait plus seulement de comprendre la fonction des murs et des couloirs, mais d'identifier ce qui nécessitait tant d'isolement, tant d'adaptation et tant de silence. Rochebrume ne semblait pas seulement garder un vieux secret. Tout indiquait que ce secret était toujours d'actualité, préservé, protégé et surtout contenu. Le château de Rochebrume n'était pas seulement isolé géographiquement, il semblait délibérément hors du temps. Les murs intérieurs, bien que restaurés par endroits, conservaient des traces de différentes périodes historiques superposées de manière irrégulière. La pierre médiévale côtoyait des renforts du XIXe siècle, tandis que des structures métalliques discrètes mais modernes apparaissaient incrustées là où elles n'avaient rien à faire. Ce mélange ne répondait pas à un dessin esthétique, mais à une fonction. Lucien Caradec comprit rapidement que Rochebrume n'avait pas été restauré pour le confort ou la préservation historique. Chaque intervention semblait répondre à un besoin pratique et permanent. Le château avait été adapté pour résister, contenir et isoler. L'architecture ne racontait pas une histoire linéaire, elle révélait une urgence. La région environnante renforçait cette impression. Les villages voisins entretenaient une relation étrange avec le château. Il n'y avait ni protestation, ni curiosité excessive, ni tentative de rapprochement. Rochebrume était considéré comme un angle mort sur la carte collective. Les marchands évitaient de mentionner les livraisons à destination. Les registres des services publics ne faisaient état que de demandes minimales. Électricité, entretien des routes, rien de plus que l'essentiel. Comme si le château n'avait existé que le temps de se perpétuer. Lucien commença à observer de plus près le comportement de Gaspard de Roquefeuille. Le propriétaire ne manifestait ni anxiété ni précipitation, mais sa vigilance était constante. Il connaissait chaque couloir, chaque irrégularité du sol, chaque grincement de porte. Il se déplaçait avec une aisance démesurée, dans un espace bien trop vaste pour quelqu'un qui recevait rarement des visiteurs. Il ne ressemblait pas à un héritier éloigné veillant sur un héritage familial. Il ressemblait à un gardien. Peu à peu, Lucien reconstitua les fragments de l'histoire de la famille Roquefeuille. De vieux documents indiquaient que le château s'était transmis de génération en génération sans jamais être vendu. Pendant la Révolution française, Rochebrume fut officiellement déclaré abandonné, mais curieusement jamais confisqué. Les archives locales mentionnaient que les soldats envoyés pour l'occuper avaient été déplacés quelques jours plus tard sans explication officielle. Le château avait tout simplement cessé d'intéresser les autorités. Parmi les personnages secondaires apparus dans ce contexte, aucun ne s'est approché directement du château. Un employé municipal chargé des archives historiques a averti Lucien indirectement. Il n'a pas parlé de monstres ni de légendes. Il a simplement dit que certaines propriétés fonctionnent mieux quand on ne pose pas trop de questions. L'avertissement n'était pas empreint de peur, mais de résignation. Culturellement, la région était imprégnée d'une tradition de silence.
Les histoires ne se transmettaient pas comme des légendes, mais comme des absences. On ne disait pas ce qui existait à Rochebrume, seulement ce qui ne se faisait pas. Ne pas chasser aux alentours, ne pas traverser les forêts la nuit, ne pas accepter les emplois temporaires proposés par les intermédiaires liés au château. La peur n'était pas mise en scène, elle était maîtrisée. Lucien comprit également que Gaspard n'était pas seul dans cette fonction. Bien qu'il n'ait jamais vu d'employé permanent, des signes évidents de soutien logistique étaient présents. Des vivres frais étaient livrés régulièrement. Les générateurs étaient entretenus avec le plus grand soin. Des systèmes de ventilation desservaient des zones non répertoriées sur les plans officiels. Quelqu'un d'autre connaissait le secret, ou du moins son importance. L'antagonisme entre Lucien et Gaspard s'accentua sans confrontation directe. Chaque tentative de Lucien pour étendre ses recherches se heurtait à des limites plus subtiles, mais aussi plus rigides. Les portes, autrefois simplement fermées, étaient désormais scellées. Les heures d'accès étaient tacitement restreintes. Le château réagissait à la curiosité comme un organisme qui se défend. Lucien, de son côté, commença à comprendre qu'il n'avait pas affaire à un secret du passé, mais à quelque chose qui nécessitait un entretien constant. Les renforts structurels n'étaient pas trop anciens pour être considérés comme un simple héritage historique. Ils étaient suffisamment récents pour indiquer une activité en cours. Quel que soit ce qui s'y trouvait, il fallait encore rester vigilant. Le monde de Rochebrume se révélait ainsi non comme un lieu abandonné, mais comme un système clos. Un accord tacite entre architecture, héritage familial et silence collectif. Et au cœur de ce système, Gaspard de Roquefeuille n'était pas seulement le propriétaire, il était la pièce maîtresse qui assurait le fonctionnement de l'ensemble. Lucien comprit alors que comprendre Rochebrume impliquait de dépasser le cadre de l'histoire. Cela signifiait accepter que certaines constructions ne sont pas faites pour être comprises, mais pour empêcher que quelque chose ne s'échappe. La relation de Lucien Caradec avec le château de Rochebrume cessa d'être une simple observation. Le château se mit à réagir à ses gestes, comme si chaque pas franchi en son sein exigeait une réaction proportionnelle. Les restrictions imposées par Gaspard de Roquefeuille se firent plus fréquentes, sans jamais être explicitement formulées. C'était un jeu silencieux, mené par des gestes discrets et des absences calculées. Lucien commença à remarquer de subtils changements aux alentours. Des portes qui étaient restées ouvertes étaient désormais scellées. Des couloirs entiers étaient devenus inaccessibles sous prétexte d'instabilité structurelle. Pourtant, des signes d'entretien dans ces zones contredisaient cette justification. Le château n'était pas abandonné, il était en cours de préparation. Lors d'une inspection en apparence routinière de l'aile nord, Lucien remarqua quelque chose qui ne figurait sur aucun plan. Des vibrations presque imperceptibles sous le sol de pierre. Elles n'étaient ni constantes, ni rythmiques, mais apparaissaient à intervalles irréguliers, comme de profonds et lents déplacements. Lorsqu'il appuya sa main sur le sol, il ressentit une résistance différente, une réaction physique qui ne pouvait s'expliquer uniquement par des défauts de fondation. L'odeur métallique familière s'intensifia. Elle ne provenait plus de couloirs précis, mais semblait se répandre dans tout le château à certains moments de la journée, surtout au crépuscule. Lucien commença à noter les heures, les schémas et les variations, cherchant une logique qui ne repose pas sur des suppositions fantaisistes. La conclusion préliminaire était troublante. Quelque chose était à l'œuvre sous terre. Le conflit prit une nouvelle tournure lorsque Lucien eut accès à d'anciens dossiers médicaux de la région. Ces documents, fragmentaires et souvent incomplets, dataient de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ils mentionnaient des blessures graves chez des ouvriers embauchés temporairement pour des tâches non précisées. Les descriptions étaient vagues mais récurrentes. Lacérations profondes, fractures, disparitions lors des transferts pour soins. Aucune poursuite judiciaire, aucune enquête approfondie. Ces documents révélaient un schéma qui s'étendait sur plusieurs générations. Rochebrume ne se contentait pas d'accumuler des récits d'isolement. Il produisait systématiquement des victimes, invisibles toutefois pour les archives officielles.
La présence de Gaspard de Roquefeuille se fit plus directe. Pour la première fois, il s'adressa à Lucien non plus par des menaces, mais en imposant des restrictions claires. L'accès au château serait désormais contrôlé. Les horaires seraient respectés. Certaines zones étaient formellement interdites d'accès. La justification était simple, sécurité du château et responsabilité légale. Le sous-texte, en revanche, était sans équivoque. Lucien comprit que son séjour n'était toléré que tant qu'il ne franchissait pas une limite précise. Cette limite, bien que jamais nommée, semblait liée à des structures souterraines. Il poursuivit néanmoins son chemin. En superposant un plan technique moderne aux anciens plans, Lucien a mis en évidence des incohérences volumétriques flagrantes. Des espaces vides ne correspondaient à aucune pièce répertoriée. De vastes cavités sous l'aile renforcée, trop grandes pour de simples espaces de stockage ou de service, ont été constatés. Les travaux d'ingénierie nécessaires à leur réalisation témoignaient d'une planification et d'investissement continus. Par une nuit pluvieuse, profitant de l'absence remarquée de Gaspard, Lucien retourna à la porte latérale qu'il avait auparavant condamnée. Cette fois, il la trouva renforcée de l'intérieur. Cependant, une irrégularité dans le sol adjacent indiquait une autre possibilité. En retirant avec précaution une dalle mal fixée, il découvrit une étroite ouverture par laquelle l'air circulait difficilement. Avant même qu'elle ne puisse la traverser complètement, une profonde secousse résonna dans les structures. Ce n'était pas un bruit mécanique, ce n'était pas le vent. C'était un profond déplacement, accompagné d'une soudaine pression dans l'air, suffisante pour provoquer un recul instinctif. Le château sembla réagir. Dès lors, le conflit cessa d'opposer seulement deux hommes. Rochebrume opposa sa propre résistance. Les systèmes de ventilation s'activaient de manière irrégulière. La température dans certaines ailes variait brusquement. Le château fonctionnait comme un bouclier actif, s'adaptant aux tentatives d'invasion. Lucien commença à comprendre que Gaspard de Roquefeuille ne dissimulait pas quelque chose par simple commodité ou par culpabilité. Il se servait d'une contrainte. Son rôle n'était pas celui d'un méchant classique, mais celui de quelqu'un qui avait accepté une responsabilité héritée, peut-être non désirée, mais inévitable. L'antagonisme prit alors une forme plus complexe. Il ne s'agissait plus de révéler un secret à des fins académiques, mais de décider si ce secret devait rester caché. Chaque nouvelle découverte rapprochait Lucien d'une vérité qui ne promettait aucune rédemption, seulement des conséquences. À la fin de cette période, Lucien ne pouvait plus distinguer si le danger résidait dans ce qui était caché sous Rochebrume, ou dans ce qui se produirait si cet isolement était rompu. À mesure que Lucien Caradec approfondissait son enquête à Rochebrume, il devenait évident que le château ne fonctionnait pas en vase clos. Un réseau discret de relations et de décisions assurait sa pérennité. Ce réseau ne se manifestait pas par de grands complots, mais par de petits accords, des omissions bureaucratiques et des choix individuels répétés au fil du temps. L'un des aspects les plus révélateurs est apparu dans les documents financiers de la famille Roquefeuille. Bien que le château fût officiellement le principal bien de la lignée, la plupart des ressources ne provenaient pas d'activités productives traditionnelles. Les fonds étaient exclusivement réservés à l'entretien du château, à l'acquisition d'équipements industriels et à des services techniques hautement spécialisés. Le tout était dilué dans des contrats génériques, signés par des intermédiaires qui ne s'attardaient jamais dans la région. Ces intermédiaires formaient une chaîne fonctionnelle. Des ingénieurs qui évaluaient les structures sans poser de questions, des techniciens qui installaient les systèmes sans avoir une vision d'ensemble, des transporteurs qui livraient les matériaux de nuit. Aucun d'eux ne restait assez longtemps pour comprendre le projet dans son ensemble. L'intrigue secondaire ne révélait pas de complot, mais une méthode efficace de fragmentation des connaissances. Parallèlement, Lucien a identifié un groupe de personnes encore plus vulnérables, les travailleurs temporaires. Pendant des décennies, des hommes sans attache locale ont été embauchés pour des missions courtes et spécifiques. Certains sont revenus avec des récits fragmentaires, évitant toujours les détails.
D'autres, tout simplement, ne sont pas revenus. Il n'y a pas eu de plaintes officielles, seulement des zones d'ombre. Cette intrigue secondaire s'entremêlait directement au conflit principal en révélant que Rochebrume exigeait des sacrifices constants, non pas au sens rituel, mais au sens pratique. Maintenir le château en activité impliquait d'exposer les gens à des risques jamais pleinement expliqués. Le silence s'achetait par des paiements rapides et l'absence de registre. La pression du temps commença à se faire sentir lorsque Lucien réalisa que certaines activités au château suivaient des cycles. Des travaux de renforcement de la structure étaient effectués à intervalles réguliers. Les systèmes de ventilation étaient recalibrés selon des schémas qui coïncidaient avec les changements de saison. Le château réagissait au temps, comme si quelque chose en lui avait des comportements prévisibles et nécessitait une préparation. Une autre intrigue secondaire se développa autour de la relation entre Lucien et Gaspard. Malgré leur antagonisme, leurs actions frôlèrent parfois le danger. Tous deux surveillaient les mêmes signaux: variations de température, bruit souterrain, changement de pression atmosphérique. La différence résidait dans leur objectif. Lucien cherchait à comprendre, Gaspard à préserver. Cette tension engendra une ambiguïté gênante. Par moments, Gaspard semblait moins un adversaire qu'une personne épuisée, s'accrochant à un rôle qu'il ne pouvait abandonner. Le conflit gagna en profondeur émotionnelle, non par une empathie affichée, mais par la répétition de gestes qui trahissaient son épuisement professionnel. Le château, à son tour, révélait sa complexité structurelle. D'anciens tunnels avaient été scellés et rouverts à plusieurs reprises, créant des couches de confinement superposées. Certaines zones, désormais inopérantes, demeuraient des zones mortes, absorbant les chocs et la pression. Rochebrume n'avait pas été conçu pour l'efficacité, mais pour la résistance. Lucien comprit que ces intrigues secondaires convergeaient vers un point critique. Le système de confinement vieillissait. Il ne s'effondrait pas brutalement, mais il montrait des signes de saturation. Chaque renfort supplémentaire indiquait que la limite était atteinte. L'urgence ne provenait pas d'une menace extérieure, mais de l'inévitabilité de la tension. Gaspard devait décider combien de temps il pourrait maintenir cet équilibre. Lucien devait décider jusqu'où irait son enquête. Les intrigues secondaires ne détournaient pas l'attention du récit principal. Elles réduisaient simplement le temps disponible pour faire des choix. À la fin de cette étape, il était clair que Rochebrume ne pourrait pas survivre indéfiniment dans cet état. Il fallait que quelque chose change, non par curiosité, mais par nécessité structurelle. Le point de rupture n'est survenu ni lors d'une enquête planifiée, ni lors d'une confrontation directe. Il est dû à une défaillance. Une défaillance structurelle minime, presque imperceptible, mais suffisante pour briser l'équilibre que Rochebrume avait maintenu pendant des décennies. Aux premières heures d'une journée grise, après des jours de pluie incessante, l'une des ailes renforcées subit un léger mouvement interne. Il n'y eut pas d'effondrement, seulement un grondement sourd qui résonna dans le château comme une vibration contenue. Lucien Caradec, qui révisait ses notes dans l'une des salles inférieures, sentit l'impact sous ses pieds, avant même de l'entendre. Le sol s'affaissa légèrement, un phénomène corrigé quelques secondes plus tard par des mécanismes invisibles qui se mirent en action. Cette fois, Gaspard de Roquefeuille ne chercha pas à dissimuler ce qui s'était passé. Il apparut dans les couloirs avec une urgence manifeste, abandonnant l'attitude distante qu'il avait adoptée jusque-là. Des techniciens arrivèrent au château avant l'aube. Il n'y eut pas de présentation, seulement des ordres rapides et un accès sans restriction à des zones auparavant interdites. Le système de confinement était ajusté à la hâte. Lucien comprit que c'était une occasion unique. Il ne suivit pas les entraîneurs et ne tenta pas de se fondre dans la foule. Au lieu de cela, il descendit dans une zone intermédiaire qui lui avait paru jusque-là inutile, un ensemble de couloirs scellés servant d'amortisseur structurel. Là, il découvrit quelque chose de nouveau, une ouverture récente, créée par la pression interne et non par l'intervention humaine.
L'air qui s'en dégageait était dense, lourd d'humidité, et de cette odeur métallique familière, désormais mêlée à une senteur plus profonde et organique. Lucien avança sans allumer la lumière. L'espace n'était pas un tunnel classique, mais une chambre irrégulière, agrandie au fil du temps, portant les marques évidentes de renforcements successifs. Les murs n'avaient pas simplement été construits, ils avaient été consolidés après des impacts. Au centre de la chambre, Lucien découvrit une preuve irréfutable, des structures de confinement interne déformées de l'intérieur vers l'extérieur. Des barres de métal tordues, des pierres fracturées par une pression concentrée. Cela ne correspondait à aucun équipement industriel, ni à aucune utilisation humaine connue. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, il entendit de nouveau un bruit. Cette fois, il ne provenait pas du château, mais de l'intérieur de la chambre. Un mouvement lent et lourd, accompagné d'un ajustement presque méticuleux de l'espace environnant. Il n'y avait ni attaque, ni tentative d'approche. Juste une confirmation de présence. Lucien ne vit pas la créature dans son intégralité. Il aurait été incapable de la décrire précisément, même en essayant. Il perçut cependant son gabarit, trop imposant pour les espaces d'origine du château, l'obligeant à s'adapter constamment, et sa façon d'interagir avec son environnement. Elle ne s'agitait pas inutilement, elle s'ajustait d'elle-même, elle ne bougeait que lorsque c'était nécessaire. Le tournant fut complet lorsque Gaspard de Roquefeuille apparut derrière lui. Le regard du propriétaire ne trahissait aucune surprise, seulement de la lassitude. Pour la première fois, il ne chercha pas à lui obstruer la vue. Gaspard n'expliqua pas la nature de la créature. Il en dit juste assez pour qu'il soit impossible de revenir à l'ignorance. Ce n'était ni une expérience, ni une légende devenue réalité. C'était un organisme conservé là depuis des générations, découvert bien avant que la famille Roquefeuille ne prenne possession de Rochebrume. Le château n'avait pas été construit pour l'abriter. Il avait été aménagé pour le contenir. La révélation la plus troublante n'était pas l'existence de la créature, mais son fonctionnement. Elle ne cherchait pas à s'échapper. Sa présence modifiait inévitablement l'environnement. Pression, température, densité de l'air. Sans intervention, elle ne détruirait pas les villages par une violence directe, mais par une distorsion physique de l'espace. Le monde autour d'elle deviendrait instable. Le château n'était pas une prison, c'était un stabilisateur. Gaspard fit comprendre sans emphase que le système atteignait ses limites. La créature avait grandi, non pas en agressivité, mais en besoin d'espace. Chaque renfort n'était qu'un sursis. Chaque génération de la famille héritait de la tâche de maintenir Rochebrume opérationnel le plus longtemps possible. Lucien comprit alors que son rôle avait changé. Il n'était plus un simple observateur. Il en savait trop pour partir. Ce tournant décisif ne lui offrait aucun choix moral évident, seulement des conséquences inévitables. La question n'était plus de savoir ce qui était caché à Rochebrume. La question était de savoir combien de temps il serait encore possible de le maintenir là-bas. Après la découverte des vestiges souterrains, le château de Rochebrume cessa de fonctionner comme un espace compartimenté. Les frontières internes qui avaient auparavant imposé le silence commencèrent à s'estomper. Les techniciens circulaient sans la prudence habituelle, les portes restaient ouvertes plus longtemps et le système de confinement fonctionnait quasiment en continu. Le château réagissait, et cette réaction devint visible. Lucien Caradec ne fut ni renvoyé ni prié de quitter les lieux. Sa présence fut tout simplement acceptée comme une évidence. Dès lors, il fut associé, de manière informelle, aux décisions opérationnelles, non par confiance, mais par nécessité. Il connaissait les rouages mieux que n'importe quel technicien intérimaire. La réaction de Lucien ne fut pas la panique, mais une réévaluation. Il réorganisa ses priorités, délaissant les archives historiques au profit d'une analyse fonctionnelle. Il cartographia les zones de tension, compara les anciens plans avec les capteurs modernes et identifia les points où l'enceinte de confinement était la plus proche de la rupture. Ses actions furent pragmatiques, presque automatique, comme si le choc initial avait été absorbé sans bruit. Gaspard de Roquefeuille, en revanche,
commença à montrer des signes de faiblesse. La vigilance constante se mua en épuisement visible. Il passait de longues heures dans les couloirs inférieurs, observant des relevés, écoutant des bruits que personne d'autre ne semblait remarquer. Il n'exprimait aucun regret explicite, seulement le poids d'un rôle devenu insupportable. Les conséquences de cette révélation se manifestèrent également hors du château. De petits changements commencèrent à affecter la région. Les animaux évitaient certaines zones de la forêt. Les appareils électroniques subissaient des dysfonctionnements temporaires. Les habitants signalaient des sensations physiques inexplicables, vertiges, pression dans les oreilles, toujours à intervalles irréguliers. Aucun événement isolé ne suffisait à éveiller les soupçons des autorités, mais leur combinaison laissait présager un problème grandissant. Lucien comprit que la créature ne réagissait pas à la curiosité humaine, mais aux limitations physiques qui lui étaient imposées. Chaque modification structurelle engendrait une réaction. Chaque renforcement entraînait une redistribution de la pression. Le système fonctionnait selon un cycle de confinement et d'adaptation, devenant de moins en moins efficace. La relation entre Lucien et Gaspard changea de nature. L'antagonisme laissa place à une collaboration tendue. Il n'y avait pas d'alignement de valeurs, seulement une convergence d'objectifs immédiats. Maintenir Rochebrume en activité le plus longtemps possible, gagner du temps pour une solution qui n'existait peut-être pas. Gaspard révéla par ses actes qu'il avait déjà envisagé d'autres solutions. Des tunnels d'expansion avaient été prévus, puis abandonnés. Le transfert de la créature avait été évalué, puis écarté en raison de son impossibilité matérielle. Le château n'était pas seulement le meilleur endroit, c'était le seul encore fonctionnel. Lucien commença à remettre en question la logique même du confinement. Non pas d'un point de vue moral, mais structurel. La créature ne manifestait aucun comportement hostile. Sa présence était le problème, non ses intentions. Cela soulevait une possibilité inquiétante. Le confinement n'était pas une solution, mais un report indéfini d'un effondrement plus grand. Les réactions émotionnelles étaient contenues, mais non inexistantes. Le silence entre les deux hommes s'alourdissait. Chaque nouvelle vibration souterraine était interprétée comme un avertissement. Le château approchait d'un point critique. Au terme de cette étape, Lucien comprit que le savoir acquis ne lui conférait pas le contrôle, mais seulement la responsabilité. Savoir ce que recelait Rochebrume impliquait d'accepter que toute décision future aurait un impact direct non seulement sur le château, mais aussi sur toute la région environnante. Les conséquences de cette révélation n'ont pas mis fin au conflit, ils l'ont agrandi. L'adaptation de Lucien Caradec à son nouveau rôle ne résultait pas d'une adhésion immédiate, mais d'une nécessité opérationnelle. Le château ne laissait aucune place à l'hésitation. Chaque modification structurelle exigeait une réaction rapide, et Lucien se mit à agir avec une efficacité qu'il ne se reconnaissait pas. L'historien devint peu à peu un gestionnaire de risques. Il commença par réorganiser ce qui pouvait encore être contrôlé. Il créa un système de surveillance croisée, combinant archives historiques et données en temps réel. Les plans anciens révélèrent des points de pression récurrents à travers les siècles, indiquant où la pression avait tendance à se concentrer. En croisant ces données avec des capteurs modernes, Lucien anticipa les mouvements de la créature avant qu'ils ne deviennent critiques. Ce changement marqua sa progression la plus visible. Il cessa de subir le château et commença à agir en conséquence. Non par la domination, mais par une compréhension fonctionnelle. La peur, lorsqu'elle surgissait, était absorbée par la routine technique. Chaque décision pratique remplaçait l'anxiété par une responsabilité concrète. Gaspard de Roquefeuille observa cette transformation avec une attention silencieuse. Pour la première fois, il délégua véritablement des tâches. Il confia à Lucien l'accès à l'intégralité des archives familiales, des documents qui n'avaient jamais été diffusés hors de la lignée. Lucien y découvrit des traces d'échecs passés, de tentatives d'expansion infructueuses et de décès non consignés dans aucun document public. Ce n'étaient pas des aveux, mais des témoignages.
Ces documents ont révélé une vérité dérangeante. Les générations précédentes avaient échoué non par négligence, mais en s'obstinant à mettre en œuvre des solutions grandioses. Tunnels tentaculaires, chambres plus vastes, tentatives de confinement absolu, toutes ces solutions avaient accru l'instabilité. Le système fonctionnait au mieux lorsque ses limites étaient acceptées. Lucien a intégré cette leçon dans ses actions. Au lieu de chercher à contenir davantage, il a commencé à mieux redistribuer. Il a créé des zones de décharge structurelles, des espaces intermédiaires conçus pour absorber les variations sans les transmettre au reste du château. Ce n'était pas une solution définitive, mais une stratégie calculée pour gagner du temps. La créature réagit sensiblement. Les vibrations s'adoucirent. La pression atmosphérique se stabilisa selon des cycles plus réguliers. Il n'y eut aucune communication directe, mais le système dans son ensemble entra dans un état d'équilibre temporaire. La progression de Lucien ne résidait pas dans la maîtrise de la situation, mais dans l'acceptation de ses lois physiques. Ce changement a également influencé sa conception éthique. Lucien a cessé de se demander si le secret devait être révélé. La question est devenue plus précise. Quand et comment une révélation pouvait-elle avoir lieu sans provoquer un effondrement immédiat? Sa maturation ne lui a pas apporté de clarté morale, mais seulement du pragmatisme. Gaspard, de son côté, commença à manifester un certain soulagement. La surveillance n'était plus solitaire. La lassitude persistait, mais elle était désormais partagée. L'antagoniste perdit de sa rigidité et adopta une posture plus humaine, sans pour autant cesser d'être une force d'opposition. Ses intérêts demeuraient distincts de ceux de Lucien, mais leurs actions convergeaient. La transformation du protagoniste s'est affirmée lorsque Lucien a pris une décision qui allait à l'encontre de son instinct d'historien. Il a détruit une partie de ses propres archives. Il a effacé des données qui, si elles avaient été divulguées brutes, auraient pu attirer prématurément l'attention extérieure. C'était un geste définitif et irréversible. Il n'était plus seulement un observateur de l'histoire, mais un acteur de celle-ci. Au terme de ce processus, Lucien comprit que son triomphe ne résidait pas dans la résolution du problème, mais dans sa capacité à le maintenir en minimisant les dégâts. Le château demeurait instable. La créature continuait de croître. Mais pour l'instant, l'équilibre régnait. Et à Rochebrume, l'équilibre même était la forme de victoire la plus rare. L'équilibre atteint à Rochebrume s'avéra fragile. Bien que les zones de décharge structurelles créées par Lucien Caradec aient réduit les pics d'instabilité, les capteurs commencèrent à indiquer une tendance inquiétante. Les cycles de pression se raccourcissaient. Le château tenait toujours, mais nécessitait des interventions de plus en plus fréquentes. Le temps disponible s'amenuisait. Les intrigues secondaires gravitant autour du château commencèrent à se dénouer par nécessité. Les contrats avec les intermédiaires furent brutalement résiliés. Les techniciens extérieurs quittèrent les lieux avec des acomptes et l'ordre formel de ne plus revenir. La chaîne de transmission des connaissances était en train d'être démantelée. Gaspard comprit qu'à ce stade, toute présence extérieure représentait un risque. La région environnante commença elle aussi à ressentir plus clairement les effets de la catastrophe. De petits glissements de terrain se produisirent sur les pentes voisines. Le comportement de la faune devint erratique. Les communications subirent des perturbations prolongées. Pas encore de quoi attirer l'attention nationale, mais suffisamment pour mettre la pression sur les autorités locales. Rochebrume cessait d'être invisible. Lucien et Gaspard de Roquefeuille commencèrent à travailler avec des échéances précises. Il ne s'agissait pas de dates exactes, mais de limites physiques. Les calculs indiquaient qu'en quelques semaines, le système de confinement s'effondrerait progressivement. Il n'y aurait pas d'événement unique et spectaculaire, mais une série de défaillances cumulatives, irréversibles, une fois amorcées. Les derniers détails de l'affaire furent réglés discrètement. Les dossiers familiaux furent scellés et répartis dans des compartiments physiques distincts, réduisant ainsi le risque de divulgation complète en cas de compromission.
Les systèmes automatisés furent privilégiés par rapport aux décisions humaines, limitant l'impact des erreurs individuelles. Lucien a également bouclé son propre projet personnel. Il a communiqué avec ses contacts universitaires, mettant fin aux projets en cours sans fournir de justification détaillée. Il a pratiquement rompu avec la vie qu'il menait en dehors de Rochebrume. Il n'y a pas eu d'adieux officiels, seulement des fermetures fonctionnelles. Les derniers préparatifs se concentrèrent sur une décision précise: permettre une expansion contrôlée, non pas pour libérer la créature, mais pour réduire la pression accumulée. Cela impliquait d'ouvrir l'une des chambres scellées depuis plus d'un siècle, en orientant la croissance vers une zone conçue pour céder de manière prévisible. C'était une décision risquée. L'expansion pouvait stabiliser temporairement le système ou accélérer son effondrement. On ne disposait pas de suffisamment de données pour garantir le résultat. Cependant, l'alternative, le statu quo, était mathématiquement intenable. Gaspard hésita, non par crainte de la créature, mais en raison des conséquences extérieures. L'agrandissement exigerait de sacrifier une partie du château, le rendant peut-être irrémédiablement inutilisable. Rochebrume ne survivrait pas en tant que monument historique. Sa fonction de gardien prendrait fin définitivement. Lucien insistait pour que des mesures soient prises, non pas par des discours, mais par des projections claires. Tous les graphiques convergeaient vers le même résultat. La préparation du dénouement n'était pas émotionnelle, mais technique. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle fut implacable. Dans les derniers instants précédant l'exécution du plan, le château entra dans un état de tension permanente. De légères vibrations devinrent constantes. L'air acquit une densité anormale. Le système de confinement fonctionnait à plein régime. Il n'y avait plus de marge de manœuvre pour des ajustements intermédiaires. Tout était prêt. Les intrigues secondaires étaient bouclées. Les options avaient été réduites à une seule ligne de conduite. L'étape suivante serait irréversible. L'exécution du plan commença sans cérémonie. Pas de compte à rebours, pas de confirmation finale. Lucien Caradec activa les systèmes dès que les capteurs signalèrent le dernier seuil de sécurité. L'expansion contrôlée n'était pas un événement, mais un processus qui devait s'amorcer avant que le château ne prenne une décision autonome. Les chambres étanches de l'aile inférieure réagirent par un craquement sec, suivi d'une décompression progressive. Les structures conçues pour céder commencèrent à se rompre, exactement comme prévu. La pierre n'explosa pas, elle se fractura en lignes précises. Le château, un bref instant, sembla respirer. La créature a réagi immédiatement, non par la violence, mais par le mouvement. Un profond bouleversement a traversé Rochebrume, réorganisant les forces internes comme un corps qui change de position après des années d'immobilisation. Les vibrations ont atteint des niveaux critiques, mais sont restées dans la plage calculée. Lucien surveillait les données en temps réel, ajustant les vannes, redistribuant la charge, corrigeant les défauts mineurs avant qu'ils ne deviennent fatals. Gaspard de Roquefeuille demeura aux niveaux inférieurs, observant directement la réaction de la structure. Pour la première fois, il n'était plus seulement un gardien, mais un ultime témoin. Le château qui avait nourri sa lignée était consciemment sacrifié. Le tournant s'est produit lorsque les capteurs ont indiqué un phénomène inattendu. La pression interne ne diminuait pas comme prévu. La créature se réorganisait. Elle n'occupait pas seulement le nouvel espace, elle modifiait son propre comportement. Lucien comprit avant même toute explication. La créature n'était pas passive. Son confinement durant des siècles ne l'avait pas immobilisée. Il l'avait forcée à s'adapter. Sa croissance n'était pas seulement physique, elle était structurelle. Elle avait appris à coexister avec des limites, et désormais, elle les utilisait. L'expansion contrôlée n'a pas libéré la créature. Cela la rassurait en dehors du château. Les zones de faille ont commencé à absorber une pression supérieure aux prévisions. Les parois ont cédé non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, provoquant une redistribution inattendue. Rochebrume a cessé d'être le centre du système pour devenir un simple point de transition. Lucien comprit que le confinement absolu n'avait jamais été l'objectif.
Le château avait servi d'incubateur pour l'adaptation. Chaque renfort avait appris à la créature à interagir avec l'espace physique sans le détruire. Au fil des générations, elle avait appris l'équilibre. Le moment décisif arriva lorsque Lucien dut choisir entre interrompre le processus, ce qui entraînerait un effondrement immédiat, ou laisser la redistribution s'achever. L'interrompre signifierait détruire le château et provoquer une libération chaotique. Continuer, c'était accepter que la créature ne serait plus confinée de manière traditionnelle. Il a poursuivi. Le point culminant ne fut ni une évasion spectaculaire, ni une rupture violente. Ce fut une transition silencieuse. Les relevés se stabilisèrent à un nouveau niveau. La pression se diffusa uniformément dans la structure géologique sous-jacente, s'atténuant progressivement. Rochebrume, épuisé, commença à se désagréger de l'intérieur, non sous l'effet d'une attaque, mais par obsolescence. Gaspard comprit alors que sa mission était accomplie. Le château n'était plus nécessaire à la défense active du territoire. Le sacrifice ultime de sa lignée n'avait pas consisté à préserver le secret, mais à permettre qu'il cesse d'être une menace localisée. Lucien observa les données se stabiliser. Le danger immédiat était passé. Le prix à payer, en revanche, était irréversible. Rochebrume était condamné. Son histoire s'arrêtait là. Le dénouement n'a offert aucun triomphe. Elle offrait une continuité. La créature n'avait pas été libérée au sens classique du terme. Elle avait été intégrée à l'environnement de telle sorte que son existence était devenue indissociable du monde physique. Il n'y avait plus de pointe à protéger, il n'y avait plus de château à isoler. La plus grande menace a été neutralisée non pas en détruisant l'inconnu, mais en acceptant sa permanence, et ça a tout changé. L'effondrement de Rochebrume ne fut pas soudain. Après la stabilisation finale des relevés, le château entra dans un lent processus de dégradation structurelle. Il n'y eut ni explosion, ni effondrement spectaculaire, juste l'usure progressive d'un édifice qui avait trop longtemps rempli sa fonction. Les autorités locales arrivèrent à l'aube, alertées par des rapports sismiques anormaux et l'instabilité soudaine du terrain. La version officielle, un effondrement interne dû à d'anciennes failles géologiques, fut acceptée sans résistance. Rochebrume avait toujours été une curiosité dans le paysage. Personne ne s'en étonna lorsqu'elle commença à disparaître de l'intérieur. Lucien Karadec resta sur place pendant les premières heures, non pas en tant que chercheur, mais comme le dernier témoin conscient de ce qui s'était passé. Les instruments enregistraient encore une activité résiduelle, mais les schémas avaient changé. La pression ne s'accumulait plus, elle s'écoulait. Le château ne contenait plus rien. Sous la surface, la redistribution se poursuivit. Ce qui était autrefois concentration devint diffusion. De légères variations de densité apparurent en des points éloignés, trop dilués pour être perçus comme une menace, mais suffisamment constantes pour confirmer la permanence de la créature dans un nouvel état. Ni confiné, ni libre, mais intégré. Gaspard de Roquefeuille ne quitta pas le château avant la fin. Lorsque les troupes commencèrent l'évacuation préventive, il refusa de partir, non par héroïsme ni par dévotion aveugle, mais par cohérence. Sa famille avait existé pour cela. Se retirer aurait été une rupture définitive qu'il ne pouvait accepter. Lucien tenta de raisonner, non par l'émotion, mais par les faits. La situation était devenue imprévisible. Rester était statistiquement fatal. Gaspard écoutait, comprenait, et pourtant il restait. Lorsque l'aile nord s'est effondrée silencieusement, engloutissant des couloirs entiers, Gaspard était là. Il n'y a eu aucun témoin direct. Seule la confirmation ultérieure de l'absence de corps a été faite, comme si le château avait absorbé son dernier gardien, à l'instar des générations précédentes. La mort de Gaspard n'a pas été officiellement enregistrée. Dans les documents, il a tout simplement disparu pendant l'incident, un détail bien pratique pour toutes les personnes impliquées. Les jours suivants, la région a présenté des phénomènes subtils, de légères modifications du comportement du sol, des variations de température inexpliquées, des animaux évitant certaines zones sans raison apparente. Rien d'alarmant, au contraire, des signes d'adaptation. Lucien a compilé ces données et les a délibérément fragmentées.
Aucun rapport complet n'a été transmis à une seule institution. La vérité, une fois rassemblée, aurait exigé une réponse que personne n'était prêt à donner. Il a donc disséminé suffisamment d'informations pour justifier des études isolées, jamais conclusives. Il partit avant que Rochebrume ne disparaisse complètement. Il n'assista pas à la fin. Certaines ruines étaient vouées à rester sans témoin direct. En quittant la région, Lucien comprit que le confinement n'avait jamais été une question de mur ou de secret, mais de responsabilité partagée. Le monde portait désormais en lui quelque chose d'intangible, qu'on ne pouvait appréhender que petit à petit. Le résultat immédiat n'a apporté aucun soulagement. Elle a apporté la stabilité, la plus déstabilisante qui soit, car ce qui est intégré cesse d'être l'exception, et ce qui cesse d'être l'exception commence à définir la nouvelle norme. Dans les années qui suivirent l'effondrement de Rochebrume, la région cessa d'être associée à un événement précis. Aucun mémorial ne fut érigé, ni zone d'exclusion permanente. Les ruines furent intégrées au paysage, jugées instables, puis peu à peu oubliées. La disparition du château ne devint pas une légende, mais une statistique. Ce qui restait était invisible. Des institutions scientifiques ont enregistré indépendamment de petites anomalies persistantes. Celles-ci ne coïncidaient ni en localisation ni en intensité. De minimes erreurs dans les mesures gravimétriques, des oscillations de la densité du sous-sol, des écarts qui, pris isolément, étaient attribués à des erreurs instrumentales. Ensemble, ces éléments formaient un schéma que personne ne pouvait cartographier entièrement. La créature, si tant est qu'on puisse encore l'appeler ainsi, ne montrait aucun signe d'expansion agressive. Son comportement indiquait une adaptation progressive à l'environnement géologique. Elle ne cherchait pas d'espace, elle occupait un équilibre. L'intégration réalisée à Rochebrume avait transformé sa nature fonctionnelle. Auparavant concentrée, elle était désormais distribuée. Lucien Caradec a suivi ses archives de loin. Il ne s'est jamais présenté comme une autorité. Sa présence aux conférences était périphérique, ses contributions techniques discrètes. Il savait que toute tentative de centralisation du savoir reproduirait la même erreur que les générations précédentes, transformer un savoir diffus en cible. Avec le temps, Lucien prit conscience de quelque chose d'encore plus inquiétant. Les anomalies commencèrent à influencer indirectement les décisions humaines. Des projets d'ingénierie étaient modifiés par un sentiment d'instabilité qui n'avait pas été pris en compte dans les calculs. Des tracés d'infrastructures étaient altérés pour des raisons apparemment subjectives. Il n'y avait pas de coercition, seulement des ajustements. La créature n'a pas manipulé, elle a conditionné l'espace des possibles. Les régions où ce nouvel équilibre était plus marqué ont connu une diminution des catastrophes naturelles majeures. Les séismes se sont déplacés, les glissements de terrain ont perdu de leur intensité. En contrepartie, les instabilités mineures sont devenues courantes, presque domestiques. Le monde a troqué les grandes catastrophes contre un état permanent de léger inconfort. L'humanité, sans s'en rendre compte, s'adaptait elle aussi. La disparition définitive de la famille Roquefeuille n'a pas suscité d'enquête approfondie. Sans héritier direct, le nom est tombé dans l'oubli. La lignée qui avait préservé le secret pendant des siècles s'est éteinte sans bruit, comme si sa fonction avait été effacée de l'histoire dès l'instant où elle n'était plus nécessaire. Lucien vieillit avec la conscience qu'il n'avait rien résolu. Il n'avait fait que modifier la forme du problème. Le monde portait désormais en lui quelque chose qu'on ne pouvait combattre, qu'on ne pouvait qu'absorber culturellement, scientifiquement, psychologiquement. Ce qui était le plus troublant, ce n'était pas la persistance des anomalies, mais leur normalisation. Les nouvelles générations grandissaient en considérant certaines irrégularités comme faisant partie du fonctionnement naturel de la planète. Ce qui était autrefois considéré comme impossible était désormais perçu comme improbable, mais acceptable. Dans ses derniers écrits privés, Lucien affirmait que la plus grande erreur de l'humanité avait toujours été de vouloir séparer le naturel de l'artificiel, le connu de l'inconnu.
Rochebrume n'avait pas contenu de monstre. Elle avait simplement retardé une intégration inévitable. Les conséquences à long terme n'ont inclus ni destruction mondiale, ni domination silencieuse. Elles incluaient une coexistence imparfaite. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils étaient plus difficiles à identifier, plus difficiles à remettre en question, et impossibles à défaire. Des décennies plus tard, Lucien Caradec contemplait de loin les ruines de Rochebrume. Le château n'était plus, mais son héritage persistait dans chaque subtile déviation du terrain, chaque courant d'air inhabituel, chaque petite modification imperceptible pour les habitants. La créature, dispersée et intégrée au monde, n'était plus un secret, mais elle restait invisible. Elle faisait partie du quotidien sans être remarquée, une présence silencieuse qui façonnait l'équilibre de la réalité. Lucien sourit amèrement. Le mystère demeurait, et il savait que l'histoire ne finirait jamais. Rochebrume avait cessé d'être un château pour devenir une fatalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo! Vous connaissez désormais les secrets de Rochebrume et comprenez la gravité de ce qui n'aurait jamais dû être révélé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Partagez cette vidéo, dites-nous ce que vous feriez à la place de Lucien et Gaspard, et découvrez si vous auriez le courage d'affronter les mystères que recèle ce monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous serez ainsi parmi les premiers à explorer de nouveaux secrets, horreurs et mystères qui défient la réalité directement de France, où que vous soyez.